bonsoir à toutes et à tous pour ce troisième live et notamment le deuxième en français seulement. Donc vous voyez, j'ai suivi les conseils qu'on a pu me donner lors du premier live qui était bilingue et qui probablement était un peu lourd pour d'un côté les francophones pas forcément à l'aise avec l'anglais, et de l'autre côté avec les non-francophones, donc les autres, eux-mêmes pas forcément à l'aise avec le français. Donc j'ai effectivement scindé en deux, et j'ai fait samedi dernier et hier mon premier et mon deuxième live auprès d'un public anglophone, et dimanche dernier et ce soir, mais respectivement premier et deuxième live strictement francophone, et toujours au sujet de ce qui me préoccupe, en tout cas de ce sur quoi je pense avoir des choses à dire, le mémoire de fin d'études et la thèse, et en particulier à cette période de l'année, je pense qu'il est important de remettre quelques éléments à plat sur la soutenance, sur la préparation de la soutenance. Donc à partir du moment où on dépose son mémoire ou sa thèse et jusqu'au jour où on soutient, voire jusqu'au jour où on est diplômé, si ce n'est pas au même moment, eh bien, qu'est-ce qui se passe, comment on fait ? Et évidemment, l'idée, c'est aussi de pouvoir clarifier certaines choses sur le jour J. Donc, qu'est-ce qu'on fait ce jour J ? Donc voilà ce que je vais aborder pour ce soir, et je donnerai un petit peu plus d'éléments dans peu de temps. Évidemment, donc merci aux 5 personnes qui sont connectées pour l'instant. Alors comme je n'ai pas les noms, je ne sais pas du tout qui est en ligne. Je ne sais pas si ce sont des fidèles que j'ai pu commencer à amener, ou bien des tout nouveaux que j'aurais aussi amené éventuellement, voire des tout nouveaux qui ont été recommandés par quelqu'un, ou bien qui m'ont trouvé sur les réseaux. En tout cas, bienvenue pour ce soir, et puis j'espère pour les prochaines occurrences de ce live dominical. Donc là, ce live, c'est le premier que je refais rentrer dans mes pénates après avoir inauguré la chose chez mes parents à Bruxelles, où j'étais bien. Je suis pas mal non plus chez moi maintenant dans mes pénates, mais voilà, donc j'ai pris le temps de m'équiper pour pouvoir le faire au mieux. J'ai fait l'acquisition il y a quelques jours d'un bureau sur lequel je suis, alors que vous ne pouvez pas voir forcément, sauf si peut-être vous faites un peu attention au miroir. Attendez, je peux même vous montrer si vous voulez, quoique non, on ne voit pas bien la caméra. Ah zut, ça n'était pas s'incline pas du bon côté. Mais bref, j'ai fait l'acquisition d'un bureau, d'un micro également, pour être certain que le son soit à la hauteur. Et puis j'ai également ressorti de mes cartons un iMac que j'avais, dont j'avais oublié l'existence en fait. Alors il n'est pas spécialement vieux, simplement, mais comme j'avais pas de bureau jusqu'à présent, j'avais nulle part où le poser, donc il traînait dans un carton, et là il en est ressorti, et pour le plus grand bonheur de tous. Alors, on va commencer par le mien bien sûr. Donc pour ce soir, comme je vous disais, pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, le principe, c'est qu'on n'est pas sur un webinaire magistral où je délivre la bonne parole, on n'est pas sur le principe d'un cours, on n'est pas sur le principe d'une conférence, on est sur le principe de quelque chose d'interactif. Alors évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué quand on n'a pas le micro pour prendre la parole, mais ce qui est toujours très gratifiant, très intéressant, c'est lorsqu'il y a des interactions, des interjections, des questions dans le chat, donc dans la conversation sur votre droite. Si vous avez la même chose que moi à l'écran, c'est ça qui est intéressant. C'est effectivement que vous puissiez interagir soit
avec ce que je dis, ou entre vous, réagir à des choses que je dis, ou que je ne dis pas d'ailleurs, hein, me suggérer certaines choses sur lesquelles je prendrai la parole. Donc c'est ça le principe. Et donc pour ceux qui sont là pour la toute première fois, en fait ce principe du live, pour moi c'est quelque chose finalement qui n'est pas nouveau. J'avais fait les tout premiers lives sur YouTube il y a 10 ans pour des cours, pour des étudiants qui étaient aux quatre coins du monde, pour être certains qu'ils faisaient bien la préparation pour l'examen auquel ils allaient se présenter. Et jusqu'à ce que je découvre Twitch, donc pas tout à fait récemment, il y a quelques temps, en tant que curieux, je pensais que le modèle des lives était relativement en perte de vitesse. J'imaginais que le modèle des lives finalement plaisait moins, parce que j'imaginais qu'on pouvait avoir envie de prendre la parole avec le micro plutôt qu'avec le clavier. Et en fait, l'histoire m'a dit qu'à l'époque, j'avais eu raison d'en faire, et que j'avais eu probablement tort d'être pessimiste sur le fait que ce modèle serait en perte de vitesse. Donc, quand on m'a suggéré de reprendre, et sur Twitch, ça a été une très très grande idée. Je remercie énormément celle qui m'a donné cette idée. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Si tu es là, tu te reconnaîtras, et donc tu sais combien je t'en suis reconnaissant. Alors, pour la soutenance, parce que c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, j'espère. Pour la soutenance, donc, comme je vous disais, ce qui sera sans doute important à bien avoir à l'esprit, c'est le processus. Donc le processus depuis le moment où vous soumettez le mémoire de fin d'études ou la thèse. Et donc de ce moment-là jusqu'au moment où le jury vous annonce la décision de sa délibération après que vous avez soutenu et après que vous avez échangé avec lui, que vous avez répondu aux questions qu'il pouvait se poser ou vous poser. Donc parmi vous, déjà je vais faire un petit sondage si vous voulez bien, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont concernés aujourd'hui par le mémoire ou la thèse et par la soutenance prochaine? S'il y en a, dites-le moi dans le chat. Est-ce que parmi vous, il y en a à l'inverse qui seraient à même de partager leur propre expérience de la soutenance du mémoire de fin d'études ou de la thèse? Alors, donc bonsoir à Chara57 et à Sidikan. Alors, je ne sais pas si je prononce proprement, toutes mes excuses si j'écorche l'orthographe des noms ou des pseudos. Donc, bienvenue. Alors, vous allez voir, sur la thèse et sur le mémoire de fin d'études, il y a beaucoup de similitudes. Concernant la soutenance, il y a quelques différences au tout début du processus, et je vais commencer par là parce que c'est le début, forcément, et c'est quelque chose d'important aussi. Si ça ne l'était pas, forcément, je ne l'évoquerai pas. Alors, quand vous soumettez votre mémoire de master, il est soumis, vous connaissez souvent à l'avance la date de soutenance et quelque part le passage de la soumission à la soutenance. Je ne vais pas dire que c'est une formalité, mais en tout cas ça se fait de manière automatique. Pour ce qui est de la thèse, c'est moins vrai. Et c'est là qu'il y a une différence sur laquelle je souhaite m'attarder un petit moment. Donc quand il s'agit de la thèse, donc, vous la soumettez, vous la déposez, déjà parce que vous êtes autorisé à le faire. Ça c'est très très important. C'est-à-dire que votre directeur ou votre directrice de thèse estime que la thèse est soutenable, a priori. Donc qu'elle peut, sans que personne n'en ait honte, être envoyée à des rapporteurs. Donc quand on est en France, de rapporteurs externes.
Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, la thèse est envoyée aux 2 rapporteurs, qui ont généralement 1 ou 2 mois, selon les établissements, selon les écoles doctorales, pour remettre leur rapport sur la thèse. Donc dans le rapport, ils identifient des points de force, quelques zones de faiblesse, éventuellement, des questions qu'ils se posent, des choses sur lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord avec vous, mais sur lesquelles ils aimeraient engager une conversation. Ils soulèvent un certain nombre de pistes de réflexion que vous n'avez pas forcément abordées dans la thèse, mais c'est absolument pas un problème, a priori, et ça j'y reviendrai après. Et ils émettent un avis. Et donc l'avis est important à ce stade dans la mesure où ils peuvent estimer que la thèse n'est pas soutenable en l'état, et donc que des changements sont nécessaires, ou ils peuvent au contraire, et ça c'est toujours la meilleure des options, estimer que la thèse est effectivement soutenable en l'état et il serait ravi d'échanger avec vous à son propos. Et donc, ce qui arrive parfois, alors en France, dans les universités françaises, c'est moins vrai que dans les écoles de management, je dirais que dans les grandes écoles plus largement. À l'étranger, c'est particulièrement criant. Il n'est pas rare, donc en dehors des universités, que les rapporteurs estiment nécessaire de procéder à des changements avant de pouvoir resoumettre et soutenir la thèse. Donc des changements qui peuvent être de 3 ordres. Je commence par les plus lourds. Donc les changements les plus lourds, c'est changements majeurs. Majeur, grosso modo, ça veut dire qu'il y a d'énormes faiblesses dans le travail qui nécessitent de 6 à 12 mois de travail supplémentaire avant que la thèse puisse être décemment présentée à nouveau au rapporteur et éventuellement soutenue. Alors je dis ça parce que d'expérience, moi je l'ai vécu en tant que rapporteur. J'ai vécu cette situation d'invalider des thèses. Alors, je ne l'ai pas fait beaucoup, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, mais je me souviens de 2 thèses en particulier qui étaient très faibles, très faibles, que j'ai invalidées. Donc l'une, je l'ai invalidée en disant, en gros, rien n'est de niveau doctoral. Grosso modo, donc la question de recherche n'en était pas une. C'était faut-il ceci ou cela, si oui, comment? Bon, la réponse était dans la question, c'était quelque chose d'assez mécanique, technique, pas vraiment un travail de recherche académique. Donc il y avait déjà ça qui n'allait pas. Ce qui n'allait pas non plus, la revue de littérature ne tenait pas vraiment la route, l'étudiant n'ayant pas vraiment lu d'articles académiques, mais s'étant appuyé sur de vagues publications de vulgarisation, mais aussi, et ça c'est quand même assez rigolo, sur des discours qu'il avait donnés dans le cadre de ses fonctions. Donc c'était une personnalité publique dans son pays, dans le cadre de ses fonctions, et il estimait que ça valait toute la théorie du monde. Et il a été très compliqué de lui faire comprendre que non, ça n'est pas le cas. La théorie, c'est pas ce que vous exprimez en tant que personnalité publique sur un sujet, mais c'est ce qui se discute, ce sur quoi on échange posément dans un cadre strictement académique et universitaire. Et donc ça n'allait pas, les données n'allaient pas non plus, les données donc étaient approximatives, très difficiles à comprendre, à retracer, le protocole méthodologique était aussi flou, enfin bref, on n'était pas du tout au niveau. Et donc j'ai imposé 12 mois de travail supplémentaire pour reprendre tout ça. Le doctorant a fait ou pas le travail, ça je ne le sais toujours pas, dans la mesure où 1 an plus tard, j'ai reçu à nouveau la thèse et j'ai pas eu l'impression qu'elle s'était beaucoup améliorée. Donc, même cause, mêmes effets, je repars sur une recommandation de 12 mois supplémentaires de travail avant qu'elle puisse être soutenue. Bon, ça c'est un cas extrême, bien sûr.
La deuxième thèse dont je vous parlais, c'est une thèse que j'ai d'abord invalidée, alors à peu près pour les mêmes raisons, et à peu près dans les mêmes conditions au premier coup. Et en fait, il s'est avéré que le directeur de thèse était défaillant, en fait. Et c'est pour ça que la thèse n'était pas bonne. Mais ça, je m'en suis rendu compte le jour de la soutenance. Et le jour de la soutenance, j'ai fait quelque chose qu'on ne fait quasiment jamais. Et c'est la seule fois de ma vie, en plus de 20 ans que je l'ai fait. J'ai estimé que non, la candidate n'était pas prête à être diplômée, qu'il y avait encore au moins 6 mois de travail. Et donc, ma punition, si je puis dire, ça a été de diriger la thèse, de l'amener vers une deuxième soutenance et de l'amener vers l'obtention du grade. Ce que j'ai fait. Donc, et là, la mission était de faire en sorte que la thèse soit acceptable. Sans être forcément bonne ou brillante, qu'elle soit acceptable. Donc, il y a eu du boulot, mais on s'y est mis. Alors, ça c'est donc la situation la plus lourde. Deux situations moins lourdes sont les situations où on vous demande des changements substantiels qui nécessitent de 3 à 6 mois de travail. En règle générale, c'est parce que un certain nombre de choses ne sont pas suffisamment claires, pas suffisamment détaillées, un petit peu allusives et nécessitent davantage d'approfondissement. Ou bien, éventuellement, la revue littérature nécessite quelques mises à jour de références plus récentes. Et la troisième décision qui peut être formulée, c'est celle de changements mineurs. Donc là, il s'agit de 1 à 3 mois de travail, où il s'agit surtout de relecture, de correction, de formatage quelque part, de travail sur la langue. Un travail que trop souvent les étudiants sous-estiment. Et moi-même, quand j'ai fait mon doctorat, je l'avais sous-estimé. Mon directeur de thèse m'avait dit « il te faudra bien 2 mois pour faire la relecture de ta thèse ». Et il m'avait dit également « les doctorants sous-estiment toujours cette charge de travail ». Donc je m'étais dit 2 mois, oui, ça me paraît beaucoup. On va voir ce que ça donne. Donc je m'étais dit pourquoi pas 2 mois. Puis en fait, au bout de 2 semaines, je l'avais fait et je pensais que c'était suffisant. Et dans les rapports, ça a été souligné. Dans la soutenance, ça a été rappelé aussi que le travail de relecture n'avait pas été fait suffisamment proprement, suffisamment bien. Quand j'ai soutenu mon habilitation à diriger des recherches une dizaine d'années plus tard, j'ai fait le même travail de relecture, mais manifestement trop vite aussi, où à un moment donné j'avais tellement le nez dans le guidon que je finissais par ne plus voir les coquilles, les fautes de frappe et ce genre de choses, et on me l'a fait remarquer. Donc tout ça pour dire que c'est quand même très très fréquent. Alors, lorsque vous recevez les commentaires, l'idée c'est de vous assurer que vous les comprenez bien, c'est de les prendre au sérieux. Partez du principe que le rapporteur a lu votre thèse et qu'il vous fait des commentaires à son propos précisément parce qu'il l'a lu. Et dans les commentaires en question, il y a des choses qui sont pointées comme étant des faiblesses, comme étant des points à renforcer le cas échéant, ou des zones de discussion, des sujets de discussion. Et donc pour la soutenance, ce qui sera important, c'est de préparer ces questions, de préparer ces sujets de discussion qui vous sont déjà fournis par le jury. C'est-à-dire que vos rapporteurs vous disent déjà dans le rapport « voici ce que j'aimerais qu'on discute lors de la soutenance ». Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver le jour de la soutenance sans avoir préparé quoi que ce soit en lien avec ces questions, soit en vous disant « j'improviserai, je m'en sortirai toujours », ou bien en vous disant bon, ça c'était par écrit, à l'oral, ils me parleront surtout de ce que j'aurais dit pendant ma présentation, pendant mon exposé. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc l'idée c'est de vraiment prendre le temps entre le moment où vous avez reçu vos rapports et le moment où se tient la soutenance pour faire les lectures que recommandent les membres du jury, donc les 2 rapporteurs,
pour examiner les questions qu'il vous pose, pour élaborer des éléments de réponse, pour réfléchir à ce que ça aurait pu changer dans votre thèse si vous aviez fait autrement, si vous aviez pris tel commentaire en considération au début, si vous aviez pris telle direction qui est une option suggérée ici par le rapporteur. Il vous sera aussi important de vous approprier les travaux, et ça c'est valable aussi pour le mémoire de master. C'est là que j'arrive enfin sur ce qu'il y a de commun aux deux. Il sera aussi très important donc, de lire les travaux de votre jury parce que ça influence en grande partie la manière dont ils appréhendent votre propre travail. Et ce qui les intéresse, c'est de voir comment vous vous positionnez par rapport à la communauté scientifique, mais aussi par rapport à eux. Donc finalement, eux vous diront, tiens, vous poseront des questions, vous feront des remarques, souvent en lien avec leurs propres préoccupations. Et l'enjeu est alors de pouvoir engager une conversation académique, presque entre pairs, avec eux, et de satisfaire leur curiosité. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous dire, tiens, mais si vous aviez emprunté plutôt telle méthodologie que telle autre, donc en gros, c'est-à-dire plutôt celle que moi j'ai tendance à emprunter, dans quelle mesure ça aurait pu changer vos résultats, ou quand vous avez eu à choisir entre deux approches théoriques, votre cadre théorique, finalement, qu'est-ce qui fait que vous avez laissé de côté un tel qui aurait pu faire l'affaire chez vous ? Et si vous deviez refaire le même choix aujourd'hui, quel serait-il et pourquoi ? Alors, il ne s'agit pas de dire vous avez raison, je ferai comme vous. Non, il s'agit de lui dire tiens, si je devais refaire le même choix aujourd'hui, je pense que je maintiendrai ma décision parce que si, parce que ça, ou bien en y repensant, je me dis que telle approche est tout à fait pertinente ici. À un moment, il fallait bien choisir et j'en ai pris une avec laquelle j'étais plus familier qu'avec l'autre, mais aujourd'hui, c'est vrai que l'approche que vous proposez me permettrait de faire ci, de faire ça, etc., etc. Et en gros, ce faisant, vous montrez à la fois que vous vous êtes intéressé à votre jury en ayant lu leurs travaux et à la fois que vous vous intéressez plus largement à ce qui se fait en recherche au-delà de votre thèse ou de votre mémoire de master. Donc j'insiste, là on est vraiment sur la même chose, sensiblement, les mêmes types de préoccupations. Excusez-moi. Donc ça je dirais c'est l'entrée en matière. Ensuite arrive la soutenance. Et là, donc la soutenance, quelques mots sur la manière dont ça se déroule. D'abord, je vous enlève tous les salamalek qu'on peut trouver. Alors moi, ça m'a toujours sidéré et toujours agacé. C'est Salamalek, oui, je vous remercie, éminent jury, professeur machin, blablabla, d'être venu. Je trouve que souvent c'est trop obséquieux, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc en gros, l'idée c'est que on va dire il y a les politesses d'usage, ça peut aller assez vite, et on entre directement dans le vif du sujet. Donc la soutenance se déroule comme suit, et puis après donc je vous dirai ce que moi je retiens de ce processus en tant que doctorant à l'époque, quand j'ai soutenu ma thèse, mais aussi en tant que membre de jury, en tant que suffragant, c'est-à-dire en tant que membre de jury qui peut participer à la discussion mais n'a pas voix délibérative, en tant que directeur de thèse, en tant que rapporteur, en tant que président de jury. Donc je vais vous donner des éléments de coulisses pour que vous compreniez la dynamique de tout ça. Et puis après, j'entrerai dans le fond. Alors, sur la soutenance en elle-même, comment elle se déroule ? Et puis là, donc pour ceux d'entre vous qui ont soutenu
qui ont soutenu, donc que ce soit thèse ou master, pardon, excusez-moi, thèse ou mémoire de master, pour ceux qui ont soutenu, n'hésitez pas dans le chat à partager votre expérience de la chose, à éventuellement ajouter des choses si vous estimez que j'en ai oublié, ou si vous estimez que ce que vous avez vécu est un peu différent. Alors, donc la soutenance commence par un exposé oral de l'étudiant qui présente ses travaux. L'exposé dure en gros, on va dire, entre 15 et 20 minutes, jusqu'à une demi-heure grand maximum, et j'insiste sur le grand maximum. Moi, je suis de l'avis de plutôt viser 15 minutes, sachant que vous en ferez 20. Comme ça laissera à la fin, pour deux raisons. La première, c'est que... trois raisons, excusez-moi. La première raison, c'est que le jury, que ce soit pour votre mémoire ou que ce soit pour une thèse, le jury aura lu votre travail, et ça, vous pouvez partir du principe qu'il l'a lu, même s'il l'a lu la veille ou le matin dans le métro ou quoi, il l'a lu, et donc c'est relativement frais dans son esprit. Donc inutile d'en faire trop, et ça, je vais y revenir bientôt. Ensuite, la deuxième raison est que l'attention du jury fléchit après 10 minutes. Donc, en gros, vous pouvez partir sur 2 tours de 10 minutes. Le deuxième tour de 10 minutes demandera, on va dire, implicitement un surcroît de tolérance de leur part. Et sachant que c'est le jeu, tout le monde connaît. Et la troisième raison, c'est que la soutenance, sauf pour le mémoire de master, où c'est très cadré, je vais y revenir, la soutenance c'est un processus ouvert. Donc ça commence à une certaine heure et ça finit quand ça finit. Donc je commence par le master. Pour le master, c'est assez simple, la soutenance généralement c'est quelque chose qui, de bout en bout, fait 1 heure, à peu près. L'étudiant entre, l'exposé fait 15-20 minutes, ensuite il y a une demi-heure à peu près de questions-réponses avec le jury, et ensuite l'étudiant quitte la salle, le jury délibère, et généralement, un quart d'heure plus tard, donne le résultat. Donc qui est généralement la note qui sera attribuée pour le mémoire et la soutenance, le tout ensemble. Ça, c'est le cadre général pour le mémoire de fin d'études, pour le mémoire de master. Pour la thèse, donc, je vous dis, ça commence à l'heure dite et ça finit quand ça finit. C'est-à-dire que ce qui est important à avoir à l'esprit, et moi c'est ce que j'ai toujours dit aux candidats, aux étudiants qui se présentaient devant nous, c'est aujourd'hui c'est votre jour. Donc on est là pour vous écouter. Il n'y a pas de contrainte horaire, sinon éventuellement l'heure de fermeture de l'établissement. Mais en général, les soutenances commencent à des heures qui permettent même d'avoir des discussions très longues. Alors, quand je dis ça, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que de ce que moi j'ai vu, de ce dont je peux témoigner, les soutenances de thèse peuvent durer de 1 heure pour les plus courtes à 4 heures pour les plus longues. Alors, les plus courtes, 1 heure, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire soit une thèse qui est très bonne techniquement et sur lequel finalement toutes les questions qu'on pouvait se poser ont déjà été abordées, ont déjà fait l'objet de réponses. Finalement, j'ai pas grand-chose à dire dessus, sinon que c'est très bien. Alors c'est super frustrant pour un jury de se dire c'est tellement bon que j'ai rien à dire, mais ça peut suffire pour déclencher une soutenance très brève. Mais on peut aussi avoir à l'inverse une soutenance brève parce qu'elle est mauvaise. Parce que la thèse soit n'est pas tout à fait au niveau, ou bien l'étudiant, et j'y reviendrai plus tard, semble ne pas maîtriser son sujet, voire peut donner l'impression de ne pas être l'auteur de la thèse, auquel cas on peut se dire bon, ça va, j'ai vu, j'ai compris, on arrête là. Donc ça c'est pour les plus courtes. Les plus longues, ce sont des soutenances quand et le doctorant et le jury sont très volubiles. Et parce qu'effectivement, donc on n'a pas de temps de parole attribué
aux uns et aux autres, et à ce moment-là, donc, ça peut s'étendre dans la durée. Généralement, si la soutenance est longue, c'est vrai que c'est très bon signe. Ça veut dire que il y a un vrai intérêt, il y a une vraie interaction, il y a un vrai échange et il y a une connivence qui se noue avec le jury. Et donc, je vous disais, elle finit quand elle finit parce que donc, vous avez 15 à 20 minutes pour présenter. Ensuite, et là, ce que je vais vous dire à l'instant, c'est commun au master et à la thèse. Ensuite, vous avez les membres du jury qui sont amenés à formuler leurs questions, leurs remarques. Généralement, on commence par un qui pose ses questions, ses remarques, vous réagissez, puis le deuxième en fait autant. Ensuite, les suffragants peuvent aussi intervenir. Il peut y avoir après une discussion plus globale entre le jury et vous, sans qu'il y ait de prise de parole complètement formalisée. Et puis à la fin, le directeur de thèse dit un petit mot gentil, parfois vous charrie gentiment, et puis le tout est conclu par le président du jury. Pour le master, c'est à peu près du même acabit, sauf que le temps est compté. Donc les interactions sont moins longues par définition, mais c'est à peu près le même principe. Lorsque la soutenance dure, ça veut dire que soit, mais c'est pas un soit exclusif, soit les rapporteurs avaient des questions nombreuses, ou en tout cas qui appelaient des réponses très élaborées de votre part, soit finalement ont été particulièrement interpellés par ce que vous disiez et ont eu envie de vous poser de nouvelles questions, d'interagir plus avant sur votre travail. Donc ça, c'est généralement très 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 bon signe. Et au bout d'un moment, eh bien, le président du jury estime qu'on peut clore les débats, les discussions, et à ce moment-là, se retire pour délibérer. Et là, donc, la délibération peut prendre un moment. Alors, si elle prend un moment, ça ne veut pas dire que c'est mauvais signe pour autant. Ça peut prendre un moment parce que déjà, les deux rapporteurs doivent se mettre d'accord sur ce qu'ils souhaitent dire. Donc, ensemble, le jury rédige un rapport sur cette soutenance, sur la thèse et sur la soutenance. Et donc, il faut qu'ils soient tous d'accord sur le contenu, sachant que les deux qui ont des voix prépondérantes sont les deux rapporteurs. Il se peut qu'ils ne soient pas tout à fait d'accord sur la place d'une virgule dans le rapport ou ce genre de choses, et ça peut prendre un peu de temps. Mais aussi, ils ont un certain nombre de documents à remplir, un peu de paperasse à faire, et ça aussi, ça peut prendre un peu de temps. Donc si ça dure entre un quart d'heure et une demi-heure, ne soyez pas surpris. C'est assez fréquent. Et donc, le jury revient ensuite dans la salle de soutenance, où vous êtes, probablement avec votre audience. Et pour le master, je vous disais, c'est l'étudiant qui sort et ensuite qui revient. Et donc, là, le jury vous annonce le résultat. En gros, il vous délivre le titre de docteur, probablement pas le diplôme le même jour parce qu'ils n'auront pas eu le temps de l'imprimer, mais il vous délivre le titre, le grade de docteur, avec ou sans mention, et le président du jury vous fait quelques commentaires de synthèse qui, en gros, sont le fruit des échanges qu'ils ont eus pendant la délibération. Pour le master, c'est le même principe. C'est exactement la même chose, donc même histoire. Et à partir de là, donc, la messe est dite. Maintenant, donc quelques mots sur les rôles éventuels des uns et des autres. Alors moi, quand j'étais président de jury, j'avais comme rôle de m'assurer que tout le monde pourrait avoir la parole. Et une chose que je faisais,
que des collègues m'ont emprunté parce qu'ils trouvaient que c'était une bonne idée, donc j'en suis très content, hein, forcément, c'était la chose suivante. Donc je suivais le protocole en partant sur un tour de discussion avec chaque membre du jury. Et une fois que le premier tour de discussion était passé, je proposais de repartir sur un deuxième tour pour le cas où le premier tour de discussion avec les autres membres du jury aurait pu soulever de nouvelles questions que les autres membres auraient bien voulu évoquer, sur lesquelles ils auraient aimé avoir des compléments. Et donc le deuxième tour, souvent, est celui qui donne lieu à une discussion collégiale, une discussion qui pousse bien au-delà de ce qu'on a pu voir de manière directe ou immédiate, je ne vais pas dire superficielle, mais peut-être presque quand même, à l'écoute du seul exposé et des seules réponses au premier tour de piste. Et pour moi, l'idée, c'est que tous ceux qui font le déplacement, donc les rapporteurs, les suffragants, le directeur de thèse, le doctorant, puissent s'exprimer et ne se retrouvent pas dans une situation de frustration, se sentant plus ou moins réduits au silence après leur première intervention. Donc moi, je procédais beaucoup comme ça. Et un certain nombre d'autres collègues, donc je vous dis, ont emprunté ça. Je suis content que ça ait fait des émules, même si j'en tire aucune gloire personnelle. Je me dis, tiens, c'est rigolo. Voilà. Donc en tant que président de jury, il était aussi important pour moi de trouver les mots justes dans le rapport pour que le rapport soit aussi fidèle que possible à ce qui s'était dit pendant la soutenance, à ce que le jury pense du document et de la soutenance en elle-même, hein, que ce soit le mémoire ou que ce soit la thèse, hein, bien sûr, et à la fois pour que les formulations ne soient pas injurieuses pour l'étudiant si c'était moyen, en fait, c'est aussi ça. Donc ça, c'était mon rôle. Lorsque vous êtes rapporteur, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez, quand vous prenez des rapporteurs un petit peu, je dirais, en fin de carrière, généralement, ils sont très bienveillants. Ils sont très bienveillants, ils n'ont plus rien à prouver à personne, ils sont là parce qu'ils sont ravis de rendre service à la collectivité, à la communauté scientifique, donc ils le font avec plaisir et ils sont plutôt là pour vous aider, pour vous donner des pistes de réflexion et généralement ça se passe bien. Lorsque vous avez des rapporteurs plus jeunes, c'est souvent là que se jouent des difficultés. Souvent, des rapporteurs jeunes, à tort ou à raison, estiment qu'ils ont des preuves à fournir, des preuves à faire, qu'ils ont à faire leurs preuves, et se montrent particulièrement durs, particulièrement intransigeants sur un certain nombre de choses. Et là, ça peut être vite pénible. Pour vous pouvez vous faire titiller sur des choses presque anecdotiques ou vous voir contester des choix que vous avez faits de manière parfois un peu aride. Donc c'est pas toujours très agréable. Et alors je ne vous dis pas que c'est systématique, mais ça peut arriver. Moi, je dois dire que quand j'étais en tout début de carrière, oui, en tant que rapporteur, il m'est arrivé d'être assez dur. Ça c'est vrai, parce que quelque part, vous idéalisez la formation en question et vous vous dites, oui, mais ça doit être de tel niveau, donc on est les garants du grade, on est les garants du diplôme. Et pareil pour le master, hein, c'est exactement la même histoire. Donc souvent, oui, effectivement, trop jeune, trop dur. Et
Donc ça, c'est sur le jury et la soutenance en soi, dans l'organisation, le processus. Et maintenant, je vais vous donner quelques pistes, quelques réflexions sur l'exposé en lui-même, sur la présentation, quelques éléments sur la forme, sur le contenu, sur la gestion du temps. Donc sur la présentation donc de votre exposé, comme je vous disais, vous pouvez avoir jusqu'à une demi-heure, mais je vous encourage à viser plutôt 15 minutes, ce qui veut dire la moitié, mais pour faire 20. Et dans cette présentation, dans cet exposé, alors selon les disciplines, selon les endroits, les traditions sont un peu différentes, mais je crois que le PPT ou équivalent est aujourd'hui largement répandu. Moi, quand j'ai soutenu ma thèse, le PPT était la norme dans ma discipline. Quand j'ai soutenu mon mémoire de DEA à l'époque, donc master aujourd'hui, ça ne se faisait pas. Alors ça se faisait pas, il n'y avait pas d'équipement en fait pour le faire. Il n'y avait pas de vidéoprojecteurs dans toutes les salles, et même les vidéoprojecteurs portatifs étaient une denrée rare. Donc c'est dire si c'était il y a longtemps. Donc partons du principe que la présentation vidéo projetée est la norme. Là, moi je vous donne deux conseils en tant que, toujours pareil, en tant que membre de jury depuis bien longtemps. Évitez les diaporamas dans lesquels vous avez trop de diapos. Alors, je vais venir sur trop. Évitez également d'avoir des diapos trop chargés. Et je vais revenir également sur ce que peut signifier trop chargé du point de vue d'un jury, bien sûr. Alors, trop de diapos, c'est un diaporama dans lequel il y a tellement de choses, vous avez tellement de diapos que vous n'avez pas le temps de vous attarder sur chacune d'elles, moyennant quoi le propos peut être superficiel, va trop vite, le jury n'arrive pas à suivre, tout le monde est frustré, tout le monde est perdu, vous parlez très vite, ou on vous dit qu'il vous reste peu de temps pour finir. Enfin, c'est un peu cacophonique, je dirais. Donc, moi, mon conseil, celui que je donne à tous mes étudiants, que ce soit en master ou en doctorat, c'est de faire simple, d'aller à l'essentiel. Première diapo, le titre. Le titre avec le nom du candidat, le nom du membre du jury, ce que vous voulez sur la première diapo. De toute manière, ça ne mange pas de pain. Les vraies diapos sont celles qui suivent. Donc la deuxième diapo doit être la question de recherche. Inutile de mettre des éléments de contexte, de contexte, d'historique ou quoi, c'est pas l'objet. Donc il y a la question de recherche, on commence par là. Donc cette thèse ou ce mémoire cherche à répondre à telle question. Et là, vous avez votre question de recherche, inutile de mettre beaucoup plus de choses que ça sur cette diapo, et vous parlez dessus rapidement en nous disant quelle est cette question et quel est son triple intérêt, à savoir quel est l'intérêt qu'elle représente pour vous, quel intérêt elle peut représenter pour la recherche et quel intérêt elle peut représenter, le cas échéant, pour des praticiens, et auquel cas, lesquels. Si elle n'a pas d'intérêt particulier pour des praticiens, inutile de chercher à en inventer, c'est pas du tout l'objet. Mais au moins, on comprend quelle est cette question de recherche à laquelle vous cherchez à répondre et pourquoi. Et là, en gros, inutile d'en faire des tonnes. Moi, je vous dirais 2-3 minutes suffisent largement. Ensuite, troisième diapo, le fossé dans la littérature que vous cherchez à combler. Et donc, ça veut dire, en deux mots, ce que vous avez retenu de votre revue littérature. Donc là, la tentation est toujours grande d'avoir une diapo surchargée avec plein de références, un tel dit que, et toutes les théories de machin et trucs, etc. Un truc imbitable, illisible, indigeste au possible, et honnêtement qui sert à rien ici. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est
insister, savoir éventuellement si vous fonctionnez avec des puces, bullet points pour ceux qui aiment ce terme-là. Donc si vous fonctionnez avec des puces, en gros juste quelques éléments qui nous permettent de comprendre ce qu'on sait déjà sur le sujet, ce qui reste à savoir, ce qui fait consensus et ce qui fait débat en recherche. Et le fossé. Vous pouvez mentionner éventuellement quelques noms d'auteurs si ça peut aider, non pas pour frimer. Il y a quelqu'un que j'aime bien qui parle de faire de la gonflette. Je trouve ça rigolo. Donc faire de la gonflette en donnant des noms comme ça. Donc inutile, hein, bien sûr. Ça n'apportera strictement rien ici. Donc là, le fossé, vous pouvez y consacrer 3-4 minutes, mais inutile de parler beaucoup trop longtemps. Donc 3-4 minutes, on est déjà à 7. Hein. Ce qui fait sur 20, presque un tiers. Ensuite, 4e diapo, le cadre théorique. Le cadre théorique, les principaux concepts ou le modèle que vous avez développé ou sur lequel vous appuyez, donc vous l'exposez effectivement. Donc là, l'idée c'est d'avoir un certain nombre de concepts qui sont définis, de variables qui sont définies, avec quelques noms d'auteurs si c'est nécessaire, mais là encore, inutile de faire des paragraphes entiers sur votre diaporama, simplement les principaux mots-clés, éventuellement pour certains mots-clés, s'ils sont compliqués ou s'ils ont une définition qui nécessite qu'on l'ait sous les yeux un moment, eh bien vous mettez la définition en question. Mais sinon, soyez minimaliste, vraiment. Et je reviendrai là-dessus après. J'étais donc sur le cadre théorique qui était la 4e diapo. La diapo suivante, c'est donc, ce sera sur les données que vous avez collectées, données et méthodologies. Donc là, sur les données, inutile, pareil, d'en faire des tonnes. En gros, ce qu'on a besoin de savoir, c'est de quel type de données, de quelle quantité de données vous avez disposé pour faire votre étude, que ce soit le mémoire ou la thèse, et ensuite comment vous les avez collectées et comment vous les avez traitées. Donc inutile de nous détailler tous les tests, si vous êtes sur du quantitatif, tous les tests statistiques que vous avez pu mener. Vous pouvez nous dire, voilà, j'ai mené une étude expérimentale, j'ai fait des tests in vivo, ex vivo, in vitro. Bon, inutile d'en dire beaucoup plus. Alors sur une population de souris, j'avais tant de souris, inutile d'aller beaucoup plus loin à ce stade. Vous avez fait des entretiens, ben voilà, j'ai mené X entretiens avec tel type de personnes sur tel type de sujet, enfin, sur tel thème, au pluriel. Point. Le codage, le codage, donc vous pouvez dire j'ai codé de telle manière, point, et à ce moment-là, on n'a pas besoin de connaître tout le détail, d'autant que vous devez partir du principe qu'il est déjà connu. Il a été lu par les membres du jury qui ont pris connaissance de votre thèse. Ensuite, diapo suivante sur les principaux résultats. Sur la méthodo, excusez-moi. La méthodo, pareil, 3 minutes, guère plus. Donc là, on arrive à 10. Inutile d'en faire des tonnes, il s'agit de remettre les choses en place pour que tout le monde soit au clair sur ce que vous avez fait, point. Ensuite, diapo suivante, je disais les résultats. Alors selon les thèses, selon les mémoires, ça peut s'appeler résultats, excusez-moi, je cherche, j'ai les mots anglais qui me viennent, results, findings, ou bien études de cas, donc vos résultats empiriques, là, inutile de les détailler, encore une fois. Ce qui sera important, c'est de mettre en évidence les traits saillants. Donc les principaux éléments qui vous semblent importants de retenir ici pour pouvoir les soumettre à discussion et engager une conversation avec votre jury. Et après cette diapo consacrée aux résultats, donc cette diapo, généralement, c'en est une sur laquelle vous êtes amené à vous étendre. Ce qui se comprend, parce que c'est le gros morceau du mémoire ou de la thèse, hein, bien sûr, le travail empirique, le travail de collecte et de traitement des données empiriques. Donc, sur cette diapo, moi, je recommande de ne pas excéder 5 minutes.
ça fait toujours plus long que chacune des autres parties que vous avez évoquées auparavant, et ça reste tout à fait acceptable en termes d'attention de votre auditoire. Puis, après cette diapo, une diapo sur les contributions, les apports de votre étude, donc, qui sont un peu différentes des conclusions à proprement parler, mais les contributions, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'on peut retenir de mon travail et en quoi mon travail de mémoire ou de thèse contribue-t-il à la connaissance. Et là, vous mettez en évidence les la contribution ou les 2 ou 3 contributions que vous pouvez avoir. Pareil, inutile de trop vous étendre. 2 ou 3 minutes suffisent amplement. Et enfin donc, vous pouvez, c'est optionnel, avoir une diapo qui évoque les pistes de recherche futures, à savoir comment la recherche après moi pourra s'appuyer sur ma thèse ou sur mon mémoire pour faire progresser les discussions scientifiques, pour faire progresser la connaissance. Mais je vous dis, c'est optionnel. Si vous n'avez pas de diapo là-dessus, c'est pas du tout dramatique. Ce qui est important, c'est que vous montriez que vous le savez en l'évoquant. Après, il y a autre chose que je vois souvent et qui me fait toujours sourire, c'est la diapo merci de votre attention, merci pour vos questions, ou je ne sais quoi. Alors elle me fait sourire parce que ça ressemble à une espèce de passage obligé un peu artificiel, qui clôt sans vraiment clore. Donc moi honnêtement je le fais pas. J'ai jamais mis de diapo de remerciement, jamais, au grand jamais. Je suggère même à mes étudiants de l'enlever quand ils envisagent d'en mettre une, parce que ça sert à pas grand chose au final. Mais donc ce qui sera très important, c'est d'avoir, et là j'insiste, c'est pour la thèse en particulier, mais vous allez voir pour le mémoire de master, un peu aussi, mais différemment, c'est d'avoir des diapos complémentaires qui répondent au moins en partie aux questions posées par les rapporteurs ou aux remarques formulées par les rapporteurs dans le rapport que vous avez reçu. Quand vous êtes en thèse, vous connaissez déjà ce sur quoi vous allez être interrogé à coup sûr. Quand vous êtes en master, vous ne le savez pas forcément. Mais moi, ce que j'ai toujours fait avec mes étudiants avant la soutenance, c'était de la préparer avec eux en voyant, compte tenu de ce qu'ils avaient écrit, les questions qui étaient susceptibles de leur être posées. Et donc, quelles questions il fallait qu'ils préparent, et éventuellement pour lesquelles il serait bon qu'ils aient une diapo avec des éléments de réponse ou de discussion. Évidemment, la diapo vient après. Si la question est posée, tenez, justement, si la question n'est pas posée, bon, tant pis, la diapo a été faite, pas présentée, mais c'est pas grave. Au moins, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Donc ça, c'est une chose que j'ai toujours suggéré à mes étudiants. Ce que je faisais à une époque aussi, c'est je réunissais tous mes étudiants, tous les étudiants dont j'étais le superviseur, pour les masters en l'occurrence, je les réunissais tous sur une demi-journée et on pouvait soit à leur demande simuler une soutenance avec les autres et ensuite avoir des échanges, questions-réponses, soit voir ensemble, compte tenu de ce qu'ils avaient fait, les questions qui seraient susceptibles de leur être posées. Et là, je demandais à tous mes étudiants de lire les travaux des autres et de venir avec des questions ou des remarques pour les aider à se préparer. Donc c'est quelque chose qui marchait bien. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Après ça a été un petit peu plus compliqué parce que j'avais des étudiants qui étaient géographiquement dispersés, donc un peu moins évident, malgré les outils de communication numérique comme celui que nous utilisons aujourd'hui.
Donc je l'ai fait pendant un moment et les étudiants appréciaient ça. Et donc on préparait ensemble les questions qui seraient susceptibles d'être posées. Et dans 90% des cas, on avait couvert l'essentiel des questions qui étaient susceptibles d'être posées. Donc les étudiants étaient finalement bien préparés et avaient sur leur diaporama quelques diapos complémentaires bien pensés qui permettaient de bien appréhender la soutenance et le jury. Une autre chose que moi je recommande à tous mes étudiants, qu'ils soient en master ou qu'ils soient en doctorat, c'est lorsqu'ils ont à soutenir et lorsqu'ils connaissent les membres de leur jury, ce qui est forcément le cas en doctorat, c'est de connaître leurs travaux. Donc entre le moment où vous déposez la thèse et le moment où vous la soutenez, tout comme entre le moment où vous déposez le mémoire et le moment où vous le soutenez, il se passera quelques semaines. Et sur ce laps de quelques semaines, pour moi, il est super important que vous lisiez les travaux, les principaux travaux, soit les plus récents, soit les plus importants, des travaux des membres de votre jury, pour pouvoir comprendre leur manière de penser, pour pouvoir comprendre certaines des questions qu'ils ont pu vous poser dans leur rapport, pour pouvoir anticiper certains éléments de discussion possibles le jour J et ne pas vous retrouver désemparé ou à ne pas comprendre une question qui vous est posée, pour ne pas vous retrouver à balbutier quelque chose, quoi. C'est ça en fait l'enjeu, c'est de montrer que vous vous intéressez à votre travail et évidemment et au travail des personnes avec lesquelles vous interagissez, au-delà de ce que vous avez écrit et au-delà du cadre strictement scolaire. C'est le programme, on n'en dévie pas. Non, il ne s'agit pas de ça. Pour ma propre soutenance de thèse, alors je connaissais déjà mes membres de jury depuis assez longtemps, et il se trouve que je m'appuyais en grande partie sur leurs propres travaux dans ma thèse, et c'est aussi pour ça qu'ils avaient été choisis comme membres de jury, comme rapporteurs, mais j'ai quand même fait l'effort de lire ceux de leurs travaux qui n'étaient pas directement liés à ma thèse, de lire ceux de leurs travaux qui leur importaient particulièrement, qui avaient une signification particulière à leurs yeux, soit parce que c'était leur première publication, ou la publication la plus citée, ou bien parce que c'était leur premier ouvrage, ou un ouvrage de référence, ou quelque chose, même si c'était relativement déconnecté de mon centre d'intérêt du moment, c'était très important parce que dans la soutenance, on peut à ce moment-là faire allusion à certaines choses dans ce qu'on dit, dans l'exposé, mais aussi dans la réponse aux questions qui sont posées. Donc on peut aborder certaines de ces choses-là. Il ne s'agit pas de flatter, non, il s'agit de montrer qu'on s'intéresse. Et je dirais c'est une sorte de politesse académique élémentaire, hein, finalement. Donc, je disais, quelques diapos complémentaires, ça fait toujours du bien. Je ne veux même pas dire bon effet, parce qu'on est au-delà de ça, hein. Ça aide toujours. Alors, après ça, je voulais aussi vous parler de la posture, puis après je reviendrai sur certaines questions qui tombent souvent, et puis après j'aurai quelques autres éléments à ajouter, quelques trucs et astuces. Donc la posture. Quand vous soutenez un mémoire de master, un mémoire de fin d'études, on évalue deux choses. On évalue deux choses qui vont ensemble en fait. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le master, c'est le diplôme universitaire hors formation par la recherche comme le doctorat, le plus élevé, l'un des plus courants, et il répond à un certain nombre de standards
et à des critères d'exigence, et notamment d'être capable de mener une réflexion d'ordre scientifique, donc scientifique au sens large, académique donc, être capable d'interagir avec des chercheurs, être capable d'adopter une posture de scientifique. Même si vous êtes des scientifiques en construction, on se fiche de savoir si vous êtes en construction ou pas. C'est d'être capable d'adopter cette posture. Et donc on évalue deux choses sur le master, c'est à la fois votre capacité à intégrer le marché du travail en étant bien préparé, c'est-à-dire en étant capable de penser hors des clous, en étant capable de penser par vous-même, de sortir des réflexions strictement techniques, terre à terre et matérielles, type oui mais c'est quoi le chiffre exact? Non, on s'en fiche, c'est pas l'enjeu. Donc on cherche à évaluer ça d'une part, parce qu'on sait que pour l'immense majorité d'entre vous, lorsque vous faites un master, c'est dans l'idée, oui, d'aller sur le marché du travail aussitôt après. Et on sait bien que vous êtes très peu nombreux ensuite à vous engager dans la voie du doctorat et de la carrière scientifique ou universitaire. Mais ça, c'est le deuxième pilier qu'on évalue. C'est aussi la capacité du candidat, de l'étudiant, à faire un bon doctorant, le cas échéant, soit maintenant, soit plus tard. Alors, j'insiste sur le soit maintenant, soit plus tard, parce que aujourd'hui, il est de plus en plus courant d'avoir des personnes qui viennent faire un doctorat à un âge plus avancé qu'il y a 20 ans. Qui en fait ont une première vie, une première carrière, et puis qui à un moment se disent tiens, soit j'ai envie d'autre chose, soit j'ai envie, je pense que ce que j'ai fait, mais aussi l'expérience de vie, mon expérience professionnelle, tout ça peut servir une cause scientifique et éducative, et à ce moment-là, je pense pouvoir contribuer différemment et à ce moment-là commencer une thèse et ensuite embrasser cette carrière. Et ce qui est important donc, c'est que vous montriez dès le master que vous en êtes capable. Parce que quand vous serez candidat, si vous l'êtes, pour un doctorat, on regardera, entre autres choses, ce que vous avez fait en master. On regarde, alors les relevés de notes c'est une chose, mais on regarde aussi le rapport de soutenance du mémoire. Dans certains cas, on vous demande le mémoire également. Donc c'est toujours bon à avoir à l'esprit. Ce qui veut dire que la posture à adopter, je conçois que ça puisse être un peu compliqué pour vous, que vous soyez doctorant ou étudiant de master, c'est finalement d'assumer le fait que vous allez vous engager dans une discussion académique de haut niveau, une discussion scientifique de haut niveau avec des personnes dont c'est le métier et qui vont pour certains vous titiller, pour d'autres essayer de vous emmener le plus loin possible, le plus haut possible dans les sphères de la réflexion académique, quitte à fumer la moquette. Et la posture de votre côté, elle est double ou duale. D'un côté, il vous faut montrer que vous êtes de bon niveau et que vous tenez la rampe sur une discussion académique poussée. Donc ça veut dire qu'il faut que vous montriez bien que vous comprenez les concepts, que vous les maîtrisez, que vous connaissez la littérature. Donc quand on fait référence, quand un membre du jury fait référence à un auteur ou un ouvrage ou un article, il est toujours mieux
de l'avoir lu, donc souvent ce sont des éléments de culture générale scientifique dans votre discipline, donc il est toujours mieux de l'avoir lu, de le comprendre, de pouvoir en parler. Lorsque vous évoquez des concepts, c'est toujours mieux, pour pas dire indispensable, de les maîtriser, donc de les utiliser à bon escient. Donc vous avez cet élément dans la posture qui est très important. Et en parallèle, et c'est là que c'est difficile de concilier bien les deux, vous êtes toujours étudiant. Et donc, vous êtes dans une posture où, on attend de vous, vous soyez dans une posture d'écoute, en fait. Et une chose très très importante, alors là j'insisterai lourdement, je ne l'ai pas encore évoqué, mais j'attendais ce moment-là, maintenant 21h34 pour le faire, c'est que en aucun cas il ne faut être sur la défensive. En aucun cas il ne faut être sur le registre de la justification. Quand le jury vous fait une remarque, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, une remarque qui peut vous déplaire, une remarque qui peut vous blesser, je parle du ressenti, pas de l'intention, une remarque qui peut vous donner l'impression de remettre en cause des choix que vous avez faits, en aucun cas, on attend de vous que vous soyez là à nous dire « oui, mais j'ai pensé que » ou « mon intention était ceci ou cela ». Non, on s'en fiche, c'est pas ça. C'est pas ça l'enjeu ici. Où on n'attend pas non plus de vous que vous disiez oui, mais c'était beaucoup mieux de faire comme ci ou comme ça, mais mon directeur de thèse m'a dit que, mon superviseur m'a dit que. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc, ni justification, ni défensive. J'insiste là-dessus parce que j'ai eu justement, c'était notamment les deux étudiants que j'évoquais tout à l'heure qui ont été recalés 2 fois, et puis un autre qui peine aujourd'hui. Ce sont des étudiants qui prennent probablement les choses très à cœur et qui prennent une remarque sur leur travail presque comme une critique personnelle et se braquent et ne permettent pas une discussion. Et quand vous êtes dans un contexte universitaire, le jour de la soutenance, qu'elle soit la soutenance du mémoire de fin d'études ou la soutenance de la thèse, et bien justement c'est l'inverse qu'il faut, c'est être dans une conversation, c'est vraiment accepter qu'on ne soit pas d'accord avec vous, accepter qu'on remette en cause vos choix, vos décisions, et qu'on vous demande finalement de nous en dire plus. Et en aucun cas de nous dire qu'on a tort, ou de nous dire que vous avez fait comme ça et pas autrement, ou Dieu sait quoi encore. En fait, moi, ce que j'avais compris, ou en tout cas comme je l'avais compris plutôt, et comme je l'ai toujours dit à mes étudiants, quel que soit le degré, je dirais master ou doctorat, c'est que finalement, lorsqu'on n'est pas complètement d'accord avec vous, c'est pas un drame, on s'en fiche après tout. Quand on n'est pas complètement d'accord avec vous, ce qui est intéressant en fait, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire finalement cette question, cette remarque qui m'est posée ? Tiens, à quoi ressemblerait mon travail ? Qu'est-ce qui serait différent dans mon travail si j'avais fait comme il me suggère ? Et à ce moment-là, vous avez des éléments pour répondre. C'est-à-dire qu'on vous dit « Ah, mais vous n'avez pas fait comme ceci, vous auriez pu faire comme ça. » Et à ce moment-là, vous pouvez dire « Oui, si j'avais fait comme ceci, ça m'aurait amené à telle chose, ça m'aurait emmené sur telle piste. C'était pas forcément en lien direct avec ma question de recherche, c'était pas ce que je voulais explorer, ou c'était trop éloigné de ce que la littérature suggérait, ou je n'avais pas les données pour explorer telle chose, mais vous avez raison. » Vous montrez non pas que vous avez eu raison de faire comme vous avez fait, non, vous montrez que vous avez bien compris qu'il était possible de faire autrement et qu'en faisant autrement, vous auriez pu obtenir des résultats différents. Alors évidemment, sans préjuger de ces résultats, puisque vous n'avez pas fait le travail de cette manière-là. Mais il s'agit vraiment de ça, c'est ça la posture. Et moi, j'ajouterais une chose,
que je disais souvent, c'était du jésuitisme entre nous, que je disais souvent lorsque je présentais des travaux à des séminaires de recherche ou des congrès, notamment des travaux qui étaient pas suffisamment aboutis, faut le reconnaître. Eh bien, je disais, j'espère que vous ne serez pas d'accord avec moi. J'espère que vous le critiquerez parce que si vous n'êtes pas d'accord, ça prouve que c'est scientifique. Alors évidemment, quand vous dites ça, c'est très paupérien, ça fait sourire. C'est une blague de chercheur. Ça fait sourire, ça détend l'atmosphère et ça montre que vous êtes plus couvert à la remarque et à la critique. Donc c'est vraiment ça qui, en termes de posture, est crucial. Le jour de la soutenance, que ce soit sur le master ou sur le doctorat. Alors, une chose qu'on peut vous dire, mais moi je ne pense pas que ce soit vraiment pertinent en tant que tel, c'est la question de l'humilité. Alors on peut dire oui, soyez humble. Oui, enfin soyez humble, soyez vous-même. Je dirais c'est surtout ça, soyez vous-même, soyez surtout très lucide sur l'exercice, soyez très lucide sur le protocole. Comme je vous disais, les choses sont quand même très codifiées. Je parlais de salam alek pour l'ouverture, donc il y a des choses qui sont très, très, très rigides. Et c'est comme ça, donc vous faites avec. Inutile de surjouer l'humilité. Alors juste, ça me fait penser à une petite anecdote. Lorsque j'ai soutenu mon habilitation à diriger des recherches, alors la situation était un petit peu inhabituelle, un petit peu cocasse, si je puis dire. Donc j'avais un jury de 7 personnes. Et il se trouve que tout ce beau monde se connaissait, tout ce beau monde était amis de longue date. Moi, j'avais travaillé avec quasiment tous, de près ou de loin, et on se tutoyait tous, dans le privé. Mais on s'est retrouvés, alors ça a été un peu étrange, on s'est retrouvés à se vouvoyer le jour de cette soutenance. Alors avec quelques ratés parfois, donc en plus elle était enregistrée, donc il y a eu quelques ratés, bégaiements, quelques balbutiements ou voutules entre le président du jury et moi, entre ma garante d'HDR et moi, entre les rapporteurs entre eux et moi. Enfin bon, c'était un petit peu rigolo, mais on a essayé de se tenir autant que possible. Ça a été compliqué, je dois dire. On a essayé autant que possible de se tenir à quelque chose de formel parce que le contexte s'y prête. C'est là-dessus que je voulais insister. Le contexte est formel, c'est un exercice formel, c'est un rite de passage. C'est un rite de passage et en tant que tel, il est codifié. Et en tant que tel, donc, on attend de vous que vous suiviez le protocole, que vous suiviez le rythme de la musique. Et c'est en ça que je vous dis, si on vous parle d'humilité, ça me paraît un conseil pas forcément très utile, dans la mesure où vous pourrez difficilement faire autrement. Mais inutile de surjouer. Je voulais ajouter quelques éléments sur les questions qu'on est le plus susceptible de vous poser. Et puis après, je voulais également évoquer quelque chose de particulièrement important ces jours-ci, je dirais. Alors, sur les questions. Donc, comme je vous disais, c'est ce soir, les principales questions pour la thèse. Je commence par là. Pour la thèse, vont être les questions que vous aviez pu voir dans les rapports que vous avez reçus. Donc, soyez très attentifs à ces questions. Quand vous les recevez, ne les prenez pas comme des questions qui appellent une réponse monosyllabique ou une réponse très brève, mais une réponse quand même circonstanciée. Et c'est en ça que je vous disais, il faut préparer.
Ça, on ne peut pas anticiper a priori quelles seront les questions. Il y a dans la thèse probablement certaines faiblesses qui soulèvent des questions. Il y a probablement certaines choses que vous évoquez qui appellent des questions. Il y a probablement les marottes de votre jury aussi. Donc on ne peut pas anticiper aujourd'hui de manière générale et universelle. Mais voilà, préparez-vous à ça. Alors maintenant, les questions les plus fréquentes. Et ça, c'est valable pour tous, master ou doctorat. Donc vous pouvez avoir des questions déjà sur, la question de recherche. Sur sa genèse, sur comment vous les formulez, sur éventuellement quelques précisions. Donc ça... Si on vous pose cette question, c'est souvent que la question de recherche était formulée de manière un peu maladroite, peut-être bancale et peut-être ambiguë. Et on demande quelques précisions. On peut aussi vous poser des questions sur la littérature. Non pas sur celle que vous avez lue, sur celle que vous avez évoquée, non, mais plutôt sur une littérature que vous n'avez précisément pas évoquée. C'est-à-dire justement ces auteurs que vous avez laissés de côté dans le travail, non pas que vous les ignorez, mais des auteurs qui ne sont pas centraux dans votre travail. Donc il se peut qu'on vous pose des questions quand même sur ces auteurs-là. À savoir, imaginez, vous travaillez sur les pratiques, donc il y a certains auteurs qui sont très connus sur les pratiques. Vous avez Theodore Chatsky pour The Practice Turn récemment, vous avez aussi Anthony Giddens et la théorie de la structuration qui parle des pratiques, vous avez Michel de Certeau et vous avez Pierre Bourdieu. Quand vous travaillez sur les pratiques, vous aurez à un moment ou à un autre probablement un de ces auteurs qui occupera une place prédominante dans votre travail. Place prédominante, même exclusive le cas échéant, ne signifie pas que vous devez pour autant ignorer les autres. Et si vous travaillez sur Chatsky que je viens d'évoquer, alors qui vous dit peut-être rien aujourd'hui, ça c'est pas dramatique, eh bien attendez-vous à ce qu'on vous demande pourquoi finalement Chatsky n'est pas Bourdieu, qui pourtant a été l'un des tout premiers à théoriser les pratiques. Et puis, tant qu'à faire, Chatsky, très bien, mais pourquoi Chatsky et pas Giddens et la théorie de la structuration? Parce qu'il y a des choses qui se recoupent quand même. Et donc là, il faut que vous attendiez à ce qu'on vous interroge sur les choix que vous avez faits. En fait, si on vous demande pourquoi tel auteur plutôt que tel autre, ou pourquoi pas tel auteur, ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable de justifier de manière académique, scientifique, en lien avec votre question de recherche, en lien avec la littérature, finalement, pourquoi tel auteur était particulièrement naturel ici, et ou pourquoi tel auteur, finalement, n'était pas le plus adapté à la situation. Mais il faut que vous puissiez le montrer. Une autre question très fréquente est une question sur la méthodo, enfin sur les données. Donc des questions sur les données, souvent quand à la fois à l'écrit, dans le document écrit et lors de la soutenance, on est trop allusif sur les données. Donc ce que je vous dis à l'instant ne contredit pas ce que j'ai dit plus tôt lorsque j'évoquais le fait qu'il était inutile d'être trop exhaustif sur les données dans la soutenance. Non, je ne me contredis pas. Simplement, grosso modo, quand vous évoquez des données, ce qu'on a envie de savoir, c'est en gros combien d'observations, quel type de données. Donc en gros, vous avez fait des expériences in vivo, ou in vivo, ex vivo, in vitro sur des souris, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur les souris. Est-ce que le genre, est-ce que le sexe, mâle ou femelle, ça avait une incidence, ou pas? Parce que si vous dites moi j'ai fait une étude, peu importe le sexe de l'animal, je m'intéressais à la digestion chez la souris,
eh bien, on se demandera, bah oui, mais est-ce que finalement le genre, le sexe de la souris avait une incidence, mâle ou femelle? Et vous pourrez me dire, j'en sais rien. J'en sais rien, je ne l'ai pas étudié de près, c'était pas l'objet de mon étude, mais on vous dira, oui, mais dans votre échantillon, dans votre population, quelle était la répartition entre mâles et femelles? Et là, il faut qu'on puisse aussi répondre. Vous voyez, vous pouvez dire, j'avais tant de mâles, tant de femelles, ou vous pouvez dire, j'ai pris que des mâles ou que des femelles, mais à ce moment-là, il faudra justifier pourquoi. Et en le justifiant, on s'attendra à ce que vous nous disiez en quoi le fait d'avoir cet échantillon plutôt qu'un autre est susceptible d'orienter ou de biaiser vos résultats. Parce qu'on pourra vous dire, oui, mais la digestion chez le mâle n'est pas tout à fait la même que chez la femelle. D'ailleurs, tel travail de recherche, telle publication l'a montré. Donc vous, si vous n'avez que des mâles ou que des femelles, c'est susceptible quand même d'avoir une incidence sur vos conclusions. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Vous voyez, c'est ce type de questions-là. De la même manière, si vous conduisez des entretiens, si vous êtes sur une approche qualitative, eh bien, on pourra vous demander aussi davantage de choses sur les personnes que vous avez interrogées. En gros, comment vous les avez sélectionnées? Et, histoire qu'on comprenne quel type de biais il pouvait y avoir, quels étaient les critères d'inclusion ou d'exclusion dans votre étude, mais aussi on pourra vous demander quelles questions vous avez pu poser lors de vos entretiens pour se rendre compte de comment ça s'est déroulé, de ce que vous avez vu, couvert avec vos interlocuteurs. Donc ça, ce sont des questions très 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 courantes sur données et méthodos pour qu'on comprenne bien en fait ce que vous avez fait, les choix que vous avez faits, pourquoi vous les avez faits, quelle incidence ce choix a eu sur les résultats et dans quelle mesure un choix différent aurait-il conduit à des résultats différents. Donc ça, typiquement, c'est une question que vous êtes quasi sûr d'avoir. Alors, s'il y a parmi vous, comme je disais depuis le début, des personnes qui soit ont soutenu récemment ou moins récemment, ou sont dans des jurys et ont une expérience à partager en la matière, bien sûr, partagez. Et si vous trouvez à me contredire, moi je serais ravi de me dire, ce que je vous dis est scientifique parce que vous n'êtes pas d'accord. Donc, ça c'est une question importante. Ensuite, une question qui est toujours embêtante, mais qui arrive, c'est la question « So what ?» Et alors? Si on vous pose cette question, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à faire passer le message sur vos contributions. Vous n'avez pas réussi à convaincre, on ne va pas dire de l'intérêt de votre travail, mais de sa portée. C'est-à-dire qu'en gros, nous dire mon travail est intéressant parce qu'il est intéressant, ou parce que je l'ai fait, parce que personne ne l'a fait avant, c'est pas suffisant. En gros, ce qu'on attend, c'est que vous soyez capable de nous dire finalement, comme je vous disais tout à l'heure déjà, comment la recherche peut s'appuyer sur votre travail pour faire avancer la connaissance. Et moi là-dessus, je donne toujours le même conseil à tous mes étudiants. Et donc, si parmi vous, il y en a certains qui soit ont été mes étudiants ou en ont rencontré, ils vous le confirmeront. Je leur dis toujours, pour cette question, oui, et alors, pour la prévenir, l'éviter, moi je vous conseille de toujours envisager 3 tweets métaphoriques. Je parle de manière métaphorique là, sur 3 choses. La première, en 140 signes, avec les hashtags nécessaires, donc pertinents, c'est-à-dire ceux qui font les mots-clés, donc les mots-clés, les principaux concepts, une accroche et un message. 1. Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de ma thèse ou de mon mémoire? Et de manière concise. 2.
pourquoi et comment est-ce que je souhaiterais que ma thèse ou mon mémoire soit cité par d'autres. Et 3, comment d'autres pourraient s'appuyer sur mon travail pour faire avancer la connaissance. Et lorsque vous arrivez à concevoir ces 3 tweets, que ce soit à l'écrit ou que ce soit pour la soutenance à proprement parler, eh bien vous évitez cette question « oui et alors ?» Alors ça c'est la pire des choses, c'est déconcertant au possible. Elle est quasi inévitable si vous ne vous y préparez pas. Donc si vous vous y êtes préparé mais que vous l'avez mal contourné, vous aurez droit à cette question. Et là, l'enjeu, c'est vraiment de montrer l'intérêt académique de votre travail, de votre mémoire ou de votre thèse, et donc comment d'autres, finalement, peuvent s'en servir. C'est vraiment ça l'enjeu. C'est comment votre travail trouve sa place dans les discussions académiques du moment. Et ce, quelle que soit la discipline. Aussi bien en SHS, donc sciences humaines et sociales, que dans les sciences dures, que dans les sciences de l'ingénieur, ou en droit ou en économie. C'est exactement la même chose. Ensuite, ça sont les principales questions. Donc, il peut y en avoir plein d'autres, mais qui sont, je dirais, des dérivés ou des extensions de ces questions-là. Enfin, il y a une chose que je voulais évoquer aujourd'hui sur la soutenance. Pourquoi c'est un moment important pour un jury. C'est aussi un moment important parce que c'est le jour où le jury peut aussi évaluer votre degré de connaissance et de maîtrise du sujet. Alors, dit comme ça peut paraître surprenant, mais moi je pars toujours du principe que mes étudiants sont les experts de leur sujet. Ils en savent plus que moi et c'est moi qui apprends d'eux. Maintenant, ce qui nous importe en tant que jury, c'est de nous assurer, je vais appeler un chat, que le travail est bien de vous. C'est ça en fait l'enjeu. Jusqu'à récemment, il n'était pas rare d'avoir des travaux externalisés, d'avoir certains étudiants qui faisaient rédiger tout ou partie de leur travail de mémoire ou de thèse par quelqu'un d'autre. Et là, la soutenance est souvent un moment où on peut se rendre compte de la mesure dans laquelle c'est le cas. Moi, j'ai été témoin de ça à des soutenances, à 2 soutenances. Alors, ce n'étaient pas les 2 étudiants que j'ai évoqués tout à l'heure, c'en sont d'autres. Ces 2 étudiants-là n'ont pas toutes les tares. Donc, dans un cas, on avait un étudiant qui est arrivé à la soutenance et manifestement n'avait pas lu sa propre thèse et semblait découvrir les diapos, semblait découvrir presque le sujet. Vous voyez, il n'a même pas pris la peine de relire son propre travail, il n'a même pas pris la peine d'échanger avec la personne qui a écrit pour lui. Et donc, quand il a présenté son travail, on sentait qu'il n'était pas du tout à l'aise. Et quand on a posé quelques questions, ça n'allait pas du tout. Ça, c'était un truc vraiment gênant. Ensuite, le deuxième cas de figure, ça a été une étudiante qui manifestement avait relu sa thèse, probablement échangé avec le rédacteur ou la rédactrice, et qui avait aussi manifestement un peu de bagou, était donc capable d'en parler. Sauf que lorsqu'on posait un certain nombre de questions comme celles que j'ai évoquées, vous voyez, sur la question de recherche ou sur la littérature, oui, mais vous avez pris tel auteur et pourquoi pas tel autre, ou des questions méthodologiques, eh bien on s'est rendu compte que là, elle avait du bagou, donc elle ne s'est pas laissée complètement déstabiliser, mais les réponses étaient évasives. Vous voyez, c'était creux, il y a des généralités, enfin elle ne répondait pas, quoi. C'était de la mauvaise langue de bois. Et à ce moment-là, on s'était dit, oui, mais on a un sérieux doute quant au fait que la thèse est bien d'elle. Ou le mémoire, parce que j'ai eu ça avec un mémoire. Donc on avait des doutes.
aucune manière de le prouver, bien sûr. On avait des doutes. Alors, il y a juste une fois où j'ai un collègue qui a eu la preuve apportée par l'étudiant même du fait que la thèse avait été externalisée. Alors ça mérite quand même je trouve, son pesant de cacahuètes. L'étudiant, c'était un moment où les mémoires étaient envoyés en format papier, ils étaient imprimés. Et donc mon collègue avait reçu le mémoire dans lequel il y avait la facture donc au milieu du mémoire, la facture du rédacteur envoyée à l'étudiant. Donc là, vous aviez la preuve fournie par l'étudiant même qu'il n'avait pas rédigé lui-même son propre travail. Je vous laisse imaginer le jour de la soutenance comment ça s'est passé. Moi, je n'y étais pas, mais comme j'étais directeur de l'école doctorale, j'ai eu à connaître de ça et j'ai eu à trancher. Ensuite, aujourd'hui plus particulièrement, et je vais pas être très très long, hein, bien sûr, là-dessus, mais aujourd'hui particulièrement, avec l'IA générative, dans l'enseignement supérieur, on se rend compte que les étudiants ont tendance à se tourner facilement vers cet outil pour rédiger. Alors, là, j'ai déjà parlé c'était la semaine dernière de l'IA et du plagiat, donc je ne vais pas revenir dessus, mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on se rend compte aussi, pour certains mémoires de master en particulier. Pour les thèses, ce n'est pas encore le cas, mais ça viendra peut-être. Pour les mémoires de master, on se rend compte que certains sont en tout ou partie rédigés par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est généralement problématique, enfin, c'est forcément problématique, parce que, comme je disais la semaine dernière, c'est vous qu'on cherche à évaluer, c'est votre pensée, c'est votre écriture, c'est votre travail. Si on devait évaluer le travail de l'intelligence artificielle, on ne vous demanderait pas de le faire, enfin de produire un mémoire. Donc, là où je voulais en venir, c'est sur le fait que la soutenance, de plus en plus, je pense, sera un moment où on évaluera aussi le fait que le travail a été rédigé sans l'aide de l'intelligence artificielle. Et s'il y a suspicion de délégation de tout ou partie de la rédaction à l'intelligence artificielle, ça ne fera jamais bon effet. Ça ne produira jamais un bon effet. Dans le pire des cas, même s'il n'y a que suspicion, elle sera mentionnée, cette suspicion. Donc le jury s'interroge sur l'originalité du document ou quelque chose comme ça, ou le jury suspecte l'utilisation d'intelligence artificielle générative. Ça, c'est dans le pire des cas, ça laisse des traces. Dans le meilleur des cas, on vous posera la question et vous direz très certainement non, c'est moi. Mais les questions du jury seront probablement des questions un peu plus acides et clairement orientées vers la détection de l'originalité de votre document, de votre pensée. Donc ça, c'est une chose à bien garder à l'esprit. Aujourd'hui, donc, il y aura, je pense, de plus en plus de suspicions, de cas, il y aura de plus en plus de cas d'utilisation inappropriée de l'IA générative dans le cadre de la rédaction du mémoire ou de la thèse, et les jurys chercheront à le détecter lors de la soutenance, et la manière dont certaines questions seront posées sera orientée vers la constitution de faisceaux d'indices concordants. Voici ce que je voulais partager avec vous pour ce soir concernant la préparation de la soutenance du mémoire et de la thèse. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, qui se ressemblent, et c'est normal parce que, comme je vous disais, donc le diplômé d'un master est un doctorant potentiel. Donc on attend de lui qu'il soit potentiellement un futur bon doctorant.
Et donc le doctorant, on attend de lui qu'il soit un bon prolongement scientifique de ce que l'étudiant de master promettait d'être. Voici maintenant, comme je vous disais, l'enjeu d'un live sur Twitch, c'est vraiment l'interaction. Moi, dans le chat, j'en ai pas vu beaucoup, donc là, c'est moi qui ai déroulé ce qui me semblait important de partager avec vous. Mais s'il y a des questions, s'il y a des remarques, bon, allez-y. Évidemment, j'aurais préféré qu'elles viennent en cours de route, mais s'il y en a, ne vous privez surtout pas. Et s'il n'y en a pas pour ce soir, j'insiste vraiment là-dessus, je l'ai dit au début de ce live aujourd'hui, donc pour les prochains, j'aimerais autant que possible qu'il y ait de l'interaction, j'aimerais autant que possible que vous veniez avec vos questions, avec vos préoccupations, avec vos points de désaccord le cas échéant. Et puis, l'un des intérêts de Twitch, c'est aussi que les participants puissent échanger entre eux dans le chat. C'est aussi comme ça que se constituent des groupes, des communautés. Je pense que vous avez peut-être vu, sans forcément vous y attarder, d'autres chaînes avec énormément de participants. Là, j'en ai quelques-unes sous les yeux. J'ai une liste, Julien Pain, par exemple, avec 164 participants donc, qui échangent dans le chat entre eux. Je vois aussi Hasher qui en a 952 et qui interagissent. Samuel Etienne avait encore hier soir près de 1400 personnes qui participaient à son live et qui interagissaient entre elles et avec lui. Et lui donc, rebondissait sur ces interactions. Donc pour les prochaines fois, j'espère vraiment qu'on sera sur un modèle plus interactif et moins magistral. Je trouve dommage que sur un canal comme celui-ci, on se retrouve presque sur un modèle webinaire classique ou cours magistral en visio classique aussi. Voici du coup ce que j'avais à échanger avec vous pour ce soir. S'il n'y a pas de remarques, pas de questions, donc je vous rends à vos soirées respectives. Je vous souhaite une bonne rentrée. Alors, donc là j'ai c'est Clément, donc Clément, mais oui, Sédican. Clément, il t'a semblé, lorsque tu suivais les passages de tes camarades en M1, que l'attitude du jury était en fonction des récipiendaires. De toute manière. Donc en fait, le jury a priori est à la fois bienveillant et exigeant, et que c'était déjà joué à l'avance. Alors. Donc le jury est a priori exigeant et bienveillant en master. Maintenant, donc l'attitude change ou peut changer en fonction des récipiendaires. Oui, on est des humains. Donc quelque part, comme on n'est pas des robots, on a des attitudes qui peuvent être variables. C'est vrai qu'on peut avoir certaines dispositions à l'égard de certains étudiants qu'on connaît comme étant sympathiques ou plutôt problématiques, etc., etc. Alors, quelle peut être l'incidence ? J'ai compris que c'était ça ta question, mais juste quelques éléments déjà sur le jury en lui-même. En fait, a priori, dans l'immense majorité des cas, effectivement, on connaît déjà l'étudiant, on sait grosso modo de quoi il est capable, et donc on a une idée de ce que sera sa performance lors de la soutenance. Et en règle générale, on cherche à ce moment-là à voir si l'intuition qu'on avait sera confirmée ou pas. Donc est-ce que c'est joué d'avance ? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'un étudiant dont on pense qu'il est très bon, voilà, oui, lui,
il fait un bon travail, son mémoire était bon, sa soutenance sera très bonne, et qui fait une piètre performance, pour lui, la note non est pas complètement jouée d'avance. C'est-à-dire qu'on lui trouve, on se dira c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'il se soit planté. Si le rattrapage était possible, ce serait tellement bien qu'on puisse lui mettre la note qu'on estime qu'il mériterait en temps ordinaire. Mais non, là, c'était pas assez bon, on peut pas. Et à l'inverse, un étudiant un peu faiblard, dont on sent quel type de note il serait susceptible d'avoir, s'il s'en sort un peu mieux, mais ne serait-ce un peu mieux que ce qu'on imaginait, l'effet peut être démultiplié sur lui. Donc jouer d'avance, pas complètement. En revanche, un étudiant qui serait connu pour être un étudiant à problème est un étudiant auquel on ne fera pas de cadeau. Donc imaginez un étudiant qui est... alors ça je l'ai vécu aussi, un étudiant qui a redoublé ou qui a dû refaire son mémoire pour des problématiques liées au plagiat. Un étudiant comme celui-ci, on l'aura dans le collimateur. Et donc on ne lui passera rien. S'il y a la moindre incertitude sur quoi que ce soit, quant à l'originalité des sources ou je ne sais quoi, il sera, je ne vais pas dire saqué, mais en tout cas, on ne lui fera pas de cadeau. Donc est-ce que tout est joué d'avance ? Non. Est-ce qu'un certain nombre de choses sont... est-ce que certains résultats peuvent être anticipés ? Oui. Mais joué d'avance ? Non. Ça c'est évident que non. Sinon, il n'y aurait pas besoin de cet exercice. C'est vrai que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le jury a des attentes par rapport à un étudiant qui se présente et effectivement est finalement disposé à l'égard de l'étudiant en grande partie en fonction de ses attentes. Et si les attentes en question sont satisfaites, c'est très bien. Si elles ne le sont pas, c'est gênant. Et si elles sont dépassées, là, l'effet est, je te disais, démultiplié. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, Clément, ou si je suis complètement à côté. Oui, c'est exactement ça, c'est le rite de passage, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est donc pour le master, c'est un rite de passage, c'est un rituel, et effectivement, il y a une attente de prestation vis-à-vis de l'étudiant. Pour ce qui est du doctorat, donc tu parles de cooptation, pour ce qui est du doctorat, c'est l'agrégation du jeune docteur, futur collègue, au troupeau des docteurs. Donc quelque part, on formule un certain nombre d'attentes à l'égard d'un candidat qu'on attend, qu'on espère être un futur collègue, et donc on place la barre à un certain niveau, le ou la concernant. Donc absolument, c'est essentiellement le rite de passage. Absolument. Donc, cooptation, j'emploierai pas forcément ce terme-là ici. Alors, dans d'autres contextes universitaires, oui, mais celui-ci, pas forcément. Oui, bien, merci beaucoup. Aude, donc je ne sais pas quelle Aude c'est, mais j'imagine Aude. Merci d'être parmi nous ce soir. Je te souhaite une bonne soirée. Et puis, pour les autres, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on peut continuer la discussion. Quand je disais jusqu'à 22h, c'était s'il ne se passe rien. S'il se passe des choses, on peut toujours prolonger un peu au-delà, bien sûr. Là, on a déjà un petit peu mordu sur la deuxième partie de soirée, pas encore sur le deuxième film du dimanche soir, donc vous pourrez encore le voir si vous voulez, mais je reste dispo s'il y a encore d'autres remarques, questions ou quoi que ce soit. Avec plaisir, Clément. Eh bien, donc je vous ferai part
dans la semaine. Alors, pardon, j'ai ici donc Chara 57. Quand j'ai présenté mon mémoire, mon tuteur ne connaissait rien à mon sujet et soutenait que les données que je lui présentais n'étaient pas correctes. Je n'ai pas pu changer de tuteur et mon mémoire s'est plutôt bien passé. Y avait-il quelque chose que j'aurais pu faire pour m'assurer plus d'impartialité? Alors, alors dit comme ça. Dit comme ça, en fait, j'ai un doute sur, sur ce que tu veux dire quand tu évoques le fait qu'il soutenait que les données n'étaient pas correctes. C'est surtout ça. Alors, donc voilà, je sais pas trop ce que tu veux dire, non pas ce que ça veut dire, mais comment ça se manifestait et comment ça s'est ensuite traduit à l'occasion de la soutenance et comment ça a pu avoir un impact sur la note. Alors, tu n'as pas pu changer de tuteur. Bon, quand il s'agit du tuteur sur le mémoire de master, comme la durée du mémoire est assez courte, changer de tuteur, c'est très très rare. C'est très rare, donc changer en cours d'année, en cours de route, c'est tout sauf un cadeau à faire à l'étudiant. Donc là, je ne suis pas surpris, c'est ça que je veux dire. Dans le cas de la thèse, ça peut arriver. On évite autant que possible, mais ça peut arriver. Donc je ne vais pas parler de la thèse là, puisque ta question ne portait pas là-dessus. Est-ce que tu aurais pu faire quelque chose pour t'assurer plus d'impartialité? Ça veut dire que tu estimes donc que ton tuteur s'est montré partial lors de la soutenance et que c'est lors de la soutenance donc qu'il a remis en cause la validité de tes données. C'est bien ça? Et si c'est ça, qu'est-ce qu'il t'a dit en fait? Le mémoire était sur la place spéciale de la religion en Alsace-Moselle. Mon tuteur était toujours agacé quand on regardait mon mémoire. Alors, ok. Alors, tu étais dans quelle discipline? Alors, j'imagine en SHS, mais je ne saurais pas dire si tu étais en sociologie de la religion, si tu étais en sciences politiques, si tu étais en histoire, ou si tu étais dans une autre discipline. Ça peut peut-être avoir une incidence, je ne sais pas. Et alors j'imagine que tu vas être en train de taper. Et donc tu dis qu'il était toujours agacé quand on regardait ton mémoire. Donc ça veut dire que probablement il travaillait sur autre chose et ne s'intéressait pas spécialement soit aux questions religieuses, soit à l'Alsace et à la Moselle. En sciences de l'éducation, d'accord. Donc, sur la place spéciale... Ah, d'accord. Donc, quelque part, sur la place spéciale que pouvait occuper la religion ou les enseignements de religion en Alsace-Moselle. J'imagine que ça devait être quelque chose de cet ordre-là. Sur quoi tu travaillais? J'essaie de reconstituer, d'après ce que tu me dis. Ok, je comprends. Alors, il est malheureusement pas rare qu'on ait des laïcards, des laïcards, laïcistes militants parmi les collègues et pour qui les questions de religion sont, je ne vais pas dire des tabous, mais sont hors de propos dans l'enseignement supérieur public. Alors là, je peux t'en parler d'autant plus aisément que moi-même, j'ai fait ma thèse de doctorat sur comment on rend compte à Dieu dans une congrégation religieuse. Et je me suis intéressé à l'Armée du Salut dans donc 7 paroisses réparties sur 4 pays. En France, en Suisse alémanique, en Suède et au Royaume-Uni. Donc, je savais, quand je faisais ma thèse, que c'était un sujet qui était susceptible d'être un petit peu brûlant, Et alors, lors de la soutenance, il semblait toujours ne pas écouter, il ne disait rien, c'était uniquement les autres membres du jury qui intervenaient pendant qu'il levait les yeux au ciel. Oui, en gros, il n'est pas impossible, comme je te disais, que tu aies eu affaire... à quelqu'un de
pas spécialement fair-play, pas spécialement correct, et quelque part militant dans l'incorrection. À mon avis, c'était dû au côté un peu singulier de ton sujet, qui, à tort ou à raison, hein, peu importe, le mettait mal à l'aise. Et donc, comme je te disais, hein, les questions religieuses, sont toujours des questions un peu compliquées, un peu sensibles, un peu partout dans le monde, mais en France, du fait de la laïcité, on a toujours ce risque d'incompréhension finalement du sujet, d'incompréhension de l'intérêt de la démarche, y compris parmi les universitaires. Donc je ne serais pas étonné que toi tu aies été confronté à quelque chose de cette nature. Mais comme j'y étais pas, comme je ne le connais pas, hein, ton tuteur, là, je peux difficilement alléguer des vérités, hein, ou asséner des vérités. Mais c'est vraiment ce que je pense comprendre de ce que tu me dis. Alors, je ne sais pas forcément si ça te rassure ou si ça va t'aider, mais en toute logique, le tuteur est censé être la personne qui vous défendra jusqu'à la mauvaise foi s'il le faut. Le tuteur est censé être la personne qui soutiendra votre travail, qui défendra votre travail, presque bec et ongle, qui presque sera à vous justifier devant le jury pendant la délibération. Et s'il ne le fait pas, c'est effectivement qu'en gros, il ne fait pas son boulot. En gros, il a probablement été nommé sur cette supervision, plus ou moins contre son gré, et il se trouve que le sujet l'intéressant encore moins que ce qu'il pouvait imaginer, eh bien, il vous l'a fait ressentir. Ce qui n'est pas spécialement une démarche correcte de sa part, on est bien d'accord. Donc je sais pas du tout si ça t'aide un petit peu ce que je te dis là ou pas du tout. Étant dans une région autrienne, j'avais trouvé intéressant de faire mémoire là-dessus, avec ce particularisme de la région Alsace-Moselle, avec l'enseignement obligatoire de la religion. Bah oui, toi, tu avais trouvé que c'était intéressant, on est d'accord. Ça, c'est intéressant de toute manière. C'est vrai que de ce côté-ci, des Vosges, c'est toujours utile de comprendre ce qui se passe en Alsace et Moselle, de comprendre les ressorts du Concordat, ce qu'il en reste et comment ça se manifeste, et de voir aussi comment ça se marie avec la laïcité. Ça, on est bien d'accord, c'est intéressant. Maintenant, il est malheureux de savoir qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas, voire que ça rebute. D'ailleurs, il me semble que il y a quelques mois, certains parlementaires s'étaient demandé s'il serait opportun de remettre en cause le Concordat en Alsace-Moselle, au nom de la laïcité. Donc ma réponse te conforte dans ce que tu pensais, maintenant c'est il y a bien longtemps, et oui, ce n'était pas le plus futé. Bon, après, le problème n'était pas tellement un problème, n'était pas à mon avis d'avoir eu une bonne idée ou non. Je pense pas que ça n'a pas été futé, c'est un risque. En fait, il y a certains sujets qui sont un peu risqués. Maintenant, quand on travaille sur un sujet qui nous plaît, quand on se sent à l'aise pour travailler sur un sujet, c'est généralement là qu'on peut être bon et qu'on saura le mieux le défendre. Après, si on n'est pas entouré de personnes qui nous défendent véritablement, qui défendent véritablement ce sujet, oui, ça devient tout de suite compliqué, difficilement tenable. Mais je ne pense pas que le choix du sujet ait été une erreur de jugement de ta part. Non, je pense que tu es mal tombé, et ça, tu ne pouvais pas le savoir, en tout cas à l'époque.
Oui, bah oui, une bonne note, bah, si le mémoire était bon, si la soutenance s'est bien passée, bah, il n'y a pas de raison que la note soit mauvaise. Donc Clément, pour revenir à ce que tu disais, hein, non, tout n'est pas joué d'avance. Et donc oui, effectivement, la préparation aurait très certainement été différente avec un tuteur qui te soutenait. Ça, on est bien d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions ou commentaires? Eh bien, je te souhaite également une bonne soirée, Chara57. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci encore d'être venu. Merci encore pour les interactions. Donc pour les prochaines occurrences, j'espère qu'on sera encore plus sur le registre des interactions et dès le début. Donc la prochaine sera dimanche prochain. Donc à la même heure. Donc je serai toujours sur des questions liées au mémoire et à la thèse. J'ai pas encore complètement arrêté le thème pour dimanche prochain, mais de toute manière, vous en serez prévenus. Hein. Je posterai sur Instagram, je posterai sur X des annonces du live. Donc si vous me suivez déjà, vous le saurez. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez surtout pas à le faire. Je crois que sur mon compte, sur ma chaîne, là, vous avez de toute manière mes identifiants sur les réseaux. Et puis pour ceux qui sont dans mon carnet d'adresses, vous devriez recevoir un SMS ou un message WhatsApp vous annonçant le prochain live, donc qui sera dimanche prochain. Toujours sur ces questions-là. Évidemment, si vous avez des suggestions de thématiques à aborder, je suis plus que preneur. Hein. Comme je vous disais, hein, je ne suis absolument pas là dans la posture de quelqu'un qui vous fait la leçon, qui arrive avec un programme, une progression pédagogique et une séquence pédagogique préétablie. Non, justement, je suis plutôt dans l'idée de m'adapter à vos besoins, à vos envies, à vos attentes, et du coup, d'être votre obligé en la matière. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une belle semaine, et puis donc j'espère vous voir dimanche prochain. Évidemment, si vous avez autour de vous des personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez surtout pas à leur parler de ma chaîne, à les inviter à nous rejoindre, à être de passage quelques minutes s'ils estiment que c'est suffisant, ou à rester tout le long. C'est de toute manière un grand plaisir pour moi que de vous voir, que de pouvoir interagir avec vous et avec de nouvelles personnes. Donc je vais clore pour ce soir, et encore une fois, merci et à dimanche prochain.